Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de regarder ensemble les derniers résultats de la banque JP Morgan en bourse qui a corrigé suite à ses chiffres en demi-teinte. En première partie de vidéo, on va regarder les résultats que je retiens. Ensuite, on va parler des commentaires de la direction sur l'économie qui sont importants à mon avis. Et en fin de vidéo, on parle de la saison des résultats qui commence. Concernant l'entreprise en elle-même, il s'agit de JP Morgan Chase et c'est une institution financière américaine. Il s'agit de la plus grande banque des États-Unis et de la plus grande banque du monde par capitalisation boursière. L'entreprise a corrigé de plus de 6% en bourse ce vendredi suite aux résultats qui étaient en demi-teinte. Ce n'est pas forcément une entreprise que je vais mettre en portefeuille, je tiens à le dire déjà. Ici, je vais vous parler de quelques chiffres et évidemment, je ne vous donne aucun conseil et il ne s'agit pas non plus d'une analyse complète. Ici, l'objectif, c'est plus d'aller regarder ensuite ce qu'a dit la direction puisqu'ils ont quand même une très bonne vision de comment va l'économie de fait que ce soit la plus grosse banque du monde. Au niveau du chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2024, on s'attendait à 41,85 milliards de dollars et ils ont fait 42,5 milliards. On a donc eu un chiffre d'affaires qui était un petit peu au-delà des attentes des analystes. Au niveau du bénéfice par action, on était à 4,11 dollars attendu et on a fait 4,44 dollars. Donc encore une fois, un petit peu mieux que ce qu'avaient prévu les analystes. A noter que le chiffre d'affaires a été boosté par la prise de contrôle de First Republic Bank qui a eu des grosses difficultés et donc JP Morgan en a pris le contrôle. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, je vais vous en parler d'ores et déjà parce que c'est important pour la suite et aussi pourquoi l'entreprise a corrigé. Il faut savoir que l'entreprise a 54% de son chiffre d'affaires qui vient des net interest income, donc on en reparlera un petit peu plus tard de ce que c'est, mais globalement c'est l'argent qu'ils gagnent en ayant du rendement sur les dépôts des épargnants. Et ensuite on voit qu'ils ont donc un petit peu moins de 50% qui sont d'autres types de revenus. En dessous je vous ai mis aussi quelques autres éléments du document financier publié par l'entreprise que je retiens, avec notamment une croissance au niveau des personnes qui utilisent l'application mobile, et je pense que c'est une bonne façon de compter les clients actifs, et on voit qu'ils sont bien en croissance d'une année sur l'autre, ce qui montre aussi que c'est une banque qui est en train de prendre de plus en plus de poids. Et en effet, si vous prenez cette banque, vu qu'il y a eu en plus des défauts sur d'autres banques, eh bien les personnes ont tendance quand même à aller vers les plus grosses banques du monde. Cependant, évidemment, ils ne sont pas sur des taux de croissance qu'on pourrait avoir sur des néobanques, mais ça reste quand même une entreprise très solide. Vous avez ici toutes les autres croissances que vous pouvez regarder, aussi bien sur les emprunts que sur les dépôts, etc. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, mais globalement, c'est une entreprise qui, malgré qu'elle soit très mature et qu'elle n'ait pas non plus une croissance de peut-être plus de 10%, on est quand même sur une croissance qui est assez solide et sur une entreprise qui a vraiment un historique de bonne gestion. On va revenir maintenant sur le net interest income parce que c'est en partie pour ça que l'entreprise a corrigé en bourse. Et ici, je vous ai mis donc la marge sur les dépôts. Donc ce qu'ils appellent en anglais le deposit margin, et ça peut être aussi connu sous le NIM, donc le net interest margin. En français, c'est la marge sur les dépôts qui correspond du coup au taux monétaire moins les taux de dépôt. Si je vous le dis avec mes propres mots, ce sera peut-être plus simple que la définition qu'on trouve sur Internet. En gros, c'est combien la banque gagne en plaçant votre argent et on y retire ce qu'elle vous rémunère sur l'argent que vous avez placé. Donc imaginons que vous avez des dépôts sur, par exemple, ce qu'on pourrait appeler un livret en français. En anglais, c'est souvent des saving accounts, mais ça peut aussi être tout autre type de compte dans lequel l'argent est placé avec intérêt. Et bien globalement, ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils vont placer l'argent sur des taux d'intérêt plus élevés et ils vous en rendront un petit peu moins. Et ils gardent la différence. Et c'est une des manières principales que les banques utilisent pour gagner de l'argent. C'est aussi pour ça qu'on entend souvent dire que quand les taux d'intérêt montent, les banques vont bien. Cependant, ça c'est quand même à contrebalancer avec le fait que si les taux d'intérêt montent, les personnes peuvent avoir moins d'argent, surtout si on arrive à une récession, et aussi il y a peut-être moins d'emprunts bancaires, etc. Donc c'est un peu plus subtil que ça, mais en effet des taux d'intérêt qui sont en tout cas pas à zéro, mais quand même un petit peu élevés, c'est bien pour les banques. Si on revient sur cette marge sur les dépôts, on constate qu'elle est en train de se contracter. Si vous voyez, on est actuellement à 2,71%, donc ça c'est la différence qui gagne, alors qu'il y a encore un an, on était à 2,78%. Et ça c'est lié en grande partie à la concurrence. Au début, quand les taux sont remontés, les personnes ont laissé l'argent placé, et comme il l'explique dans les commentaires un petit peu plus tard, maintenant il y a quand même de la concurrence, et il faut retenir les clients et donc leur donner des taux d'intérêt qui sont un petit peu plus intéressants, ce qui fait que la marge est compressée. Maintenant, qu'est-ce qui a fait mal au niveau des résultats? Parce que la marge sur les dépôts est toujours bonne et la croissance est là. Ce qui a fait mal, c'est les prévisions données par l'entreprise. Pour 2024, la banque a annoncé prévoir 90 milliards de chiffre d'affaires issus des marges sur les dépôts. Donc c'est sur la partie qui pesait 54% de leur chiffre d'affaires. Et donc globalement, ils prévoient en 2024 de faire à peu près ce qu'ils ont fait en 2023. Vous voyez ici à 89,2 milliards. Donc en fait, on n'aurait pas de croissance sur cette partie du business en 2024. Maintenant, sur ce type d'entreprise qui est quand même assez mature, j'aime regarder un petit peu plus loin que juste la croissance du chiffre d'affaires. Et là, je voudrais prendre un petit peu de recul.
Pour moi, JP Morgan, c'est pas forcément une entreprise sur laquelle il faut seulement regarder la croissance du chiffre d'affaires, ce qu'a l'air de faire Wall Street en ce moment, et c'est pour ça que l'action a corrigé. Je la classe quand même surtout comme une grosse entreprise qui paie un dividende, qui a un narratif autour d'elle qui est axé rendement, sécurité, pour une personne peut-être qui chercherait plus à avoir de la rente qu'un investissement qui va beaucoup croître. On pourrait être aussi sur une entreprise qui est grosse et donc qui a assez peu de risques. On dirait en anglais too big to fail. Globalement, vu que c'est la plus grosse banque du monde, on imagine qu'ils sont quand même très sécurisés et les gouvernements pourraient les aider si ça allait mal. Si vous regardez l'entreprise d'un point de vue du dividende, elle a un rendement qui est à presque 2,5% et on voit qu'historiquement, là ça remonte jusqu'en l'an 2000, elle a toujours eu un rendement qui se baladait entre 2 et 4% globalement. Elle a baissé fortement pendant la crise de 2008, 2009, 2010, mais globalement depuis elle est remontée. Si vous regardez sa performance par rapport au S&P 500, elle est en ligne, sauf qu'elle vous paye un dividende quand même un petit peu plus élevé que le S&P 500. C'est pour ça que je la place quand même sur une entreprise qui est axée profil rendement. Et on voit qu'on a eu une croissance sur les 5 dernières années en composé du dividende de presque 5,6%, et le paiement du dividende représente un petit peu plus de 28% des bénéfices, donc ils sont tout à fait capables de le payer. Et là vous retrouvez encore une fois cette vision court terme contre long terme. On a des résultats en demi-teinte, cependant pour une personne qui serait dans l'entreprise pour le long terme, eh bien peut-être qu'on pourrait trouver une opportunité après une analyse. Donc voilà globalement ce que je retiens sur l'entreprise. Comme je vous le disais, je ne suis pas un spécialiste des banques ou de ce type d'entreprise, et je voulais surtout faire cette vidéo par rapport aux commentaires de la direction, et c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie. Donc là je vous ai fait un mélange des commentaires de la direction qui sont issus notamment de la conférence destinée aux investisseurs, et j'ai aussi un petit peu mis mes commentaires personnels. Donc on a de nombreux indicateurs économiques qui restent favorables. Ça c'est ce que nous dit le PDG de la banque. Et ce que j'ajouterais à ça, c'est que clairement on a l'économie et l'emploi aux États-Unis qui se portent assez bien malgré les taux qui sont remontés et qui sont censés un petit peu ralentir l'économie et donc ainsi l'inflation. À part l'immobilier, et on en reparle un petit peu plus tard, mais globalement c'est vrai que l'économie se porte très bien aux États-Unis. Ensuite, il explique qu'il y a des incertitudes pour lui et des risques aussi de Black Swan Event, et notamment à cause des conflits internationaux qui pour lui sont en train d'être de plus en plus présents. On a aussi les risques de crédit dans les banques, avec notamment l'immobilier, il en reparle après, et on a des pressions inflationnistes persistantes. Effectivement, l'inflation ne ralentit pas autant que ce qu'on pourrait le souhaiter, et il précise que par rapport aux banques centrales, si les taux venaient à remonter encore, ça pourrait être dangereux pour l'économie. Ce serait bon pour la banque, sauf que si on remonte trop les taux et qu'on crée une récession, eh bien ça peut avoir l'effet inverse et être très mauvais pour les banques. Donc on est vraiment sur une ligne assez fine. Il précise aussi que les banques ont dû augmenter leur rendement sur les dépôts, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que justement les clients, quand ils voient que leur rendement n'est pas assez bon dans une banque, ils vont transférer leur liquidité vers d'autres instruments avec un meilleur rendement. Et c'est pour ça que les marges ont compressé, puisqu'il faut garder les clients et ils vont voir ailleurs si on n'est pas assez compétitif sur les rendements. Il parle aussi d'immobilier et il dit qu'il y a une inquiétude qui est quand même grandissante sur les pertes qui pourraient être liées au risque sur les prêts immobiliers, notamment sur tout ce qui est les immeubles de bureaux et les immeubles avec plusieurs logements pour les familles, donc les immeubles avec plusieurs appartements. Et il précise aussi qu'il y a un début d'augmentation des défauts de paiement sur tout ce qui est carte de crédit et donc tout ce qui est crédit à la consommation. Donc globalement, il nous décrit une situation économique qui est encore bonne, mais pour lui qui est un petit peu limite et dans laquelle il peut avoir des risques. Donc si je le résume à ma manière, l'environnement il est bon pour les banques en ce moment car les taux sont élevés et on n'a pas de récession a priori, en tout cas aux États-Unis. Et donc si on n'a pas de récession aux États-Unis, pour l'instant on a l'emploi qui continue de bien se porter, on n'a pas de perte d'emploi, ce qui fait que on n'a pas de perte de salaire pour les personnes, donc la consommation et l'épargne est bon, il y a de l'épargne à placer, on n'est pas en train de retirer de l'argent pour vivre, et donc globalement c'est bon pour le business des banques. Mais cependant ça peut faire une situation instable justement parce qu'il y a de l'inflation et les taux d'intérêt remontent, et ça peut à tout moment basculer aussi bien en récession, ce qui est très mauvais pour les banques, ou on peut avoir des problèmes par exemple sur l'immobilier. Donc voilà un petit peu pour les commentaires de la direction sur comment ils voient l'économie et le business dans les banques de façon générale. Et maintenant, on va passer à la saison des résultats qui commence. Comme je vous l'ai déjà dit en début de mois, j'en ai gardé sous le pied car ça amène généralement de la volatilité à la hausse comme à la baisse, mais certains titres peuvent corriger. On le voit ici sur JP Morgan Chase qui perd plus de 6% en bourse suite à des résultats et ça peut être encore plus violent sur d'autres types d'entreprises. À savoir que les plus grosses capitalisations arrivent sous 2-3 semaines, donc on va avoir toutes les grandes entreprises qui vont publier, et dès la semaine prochaine, on a par exemple ASML, Netflix, TSMC, etc. Donc on va faire évidemment d'autres vidéos d'analyse sur la chaîne, sur les entreprises qui publient, et ça va nous faire un mois un petit peu plus actif en bourse, et donc peut-être des opportunités. Ce qui m'amène aussi à dire, pour conclure la vidéo, que j'aime l'idée de faire son travail d'analyse qualitative et quantitative en avance, parce que si on a une entreprise qui vient à corriger,
protéger, on sera un petit peu moins émotionnel. C'est pas facile, mais en tout cas, si on sait où on va, on sait pourquoi on veut l'acheter, eh bien si on a une entreprise qui baisse et qu'elle arrive à un prix qui nous intéresse, on aura joué la patience et on saura pourquoi on l'achète. Et pour moi, il faut préparer le terrain en amont, comme ça quand les résultats arrivent, on peut saisir des opportunités. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description avec du contenu gratuit, notamment sur l'investissement en bourse sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Vous pouvez aussi passer sur Instagram, j'y fais du contenu différent. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.